Bien, dans cette leçon, nous allons nous intéresser aux équilibres de complexation. Pour cette première leçon, nous allons voir les relations importantes utilisées dans ce chapitre. Pour cela, je vais commencer par définir ce que c'est qu'un donneur-accepteur dans ce chapitre. Sachez qu'on s'intéresse à l'équilibre, par exemple, d'un complexe. Je vais prendre ici un équilibre dans le sens de la dissociation, NL. Bon, ça, c'est un équilibre de complexation. Vous avez le sens 1, c'est la dissociation du complexe. Le sens 2, c'est la formation du complexe. Tout dépend. Mais à l'équilibre, on a cette équation. Sachez qu'on peut définir un donneur et un accepteur. Vous avez le donneur, c'est le complexe. Donneur. L'accepteur, c'est le complexe. L'accepteur, c'est soit l'atome, soit le cation métallique. Atome ou cation métallique. Et enfin, le ligand, c'est soit une molécule, ça c'est un ligand, soit molécule neutre, ou anion. Donc, tout dépend des complexes. Bon, ça, c'est la définition générale de chaque terme de l'équilibre. Et sachez que le donneur-accepteur, on le définit comme étant MLN, le complexe, c'est un donneur. Et l'accepteur, c'est l'atome ou le cation métallique. Et l'échange entre les deux, ça concerne quoi? Ça concerne le ligand. Ici, L. Donc, vous voyez que par analogie, ça c'est intéressant à savoir, on avait défini un acide AH comme un donneur et un accepteur, c'est la base. A-. Vous voyez, on a défini ça dans la leçon concernant les acides et bases au sens de Bronsted. Donc, si on doit écrire l'équation d'équilibre ici, là, pour ce couple-là, eh ben, on peut écrire que AH donne A- plus H+. Donc, vous voyez que la similitude entre cette équation et celle que j'ai écrite au début, ils sont semblables. Cela va nous aider dans les prochaines leçons. Vous voyez que cette écriture-là, c'est à peu près semblable à celle-là. Il n'y a que la particule, bien sûr, ou bien l'élément qui est échangé, qui est différent. Ici, c'est un proton H+, ici, c'est un ligand. Vous voyez? Donc, ici, voilà ce qui est échangé entre AH et A-. Et ici, voilà ce qui est échangé entre MLN et M. Donc, sachez qu'un équilibre de complexation, c'est un équilibre qui relie un complexe et le cation métallique ou bien l'atome métallique avec les ligands correspondants. Donc voilà, donc le donneur c'est le complexe et l'accepteur c'est l'atome ou le cation métallique. Et l'échange, ça concerne quoi? Ça concerne, bien entendu, L, le ligand.
Maintenant, nous allons voir l'équilibre acido-basique. Hein, on avait défini une constante d'équilibre d'acidité, Ka. Hein, c'est une constante d'équilibre, bien entendu, qu'on a déjà étudiée, hein, Ka. Eh bien, on va commencer à définir la même chose pour les équilibres de complexation. Donc, vous allez voir que la similitude est très très intéressante par la suite. Surtout dans les chapitres, dans les prochains chapitres. Quand on va travailler sur le diagramme de prédominance, bien sûr, des complexes, eh bien, on va s'inspirer des domaines de prédominance ou des diagrammes de prédominance acido-basiques. Vous voyez qu'on a déjà étudié auparavant dans d'autres leçons. Ça, c'est très très intéressant. Bon, nous passons maintenant à définir les constantes d'équilibre. Hein. Bien, maintenant nous passons à définir la constante globale de formation d'un complexe. Bon, je vais partir d'un cas général. Hein, je vais partir soit d'un atome, soit d'un cation métallique, plus N ligands. L'équilibre s'établit en donnant le complexe M, L, N. Bien, donc ce complexe-là, hein, dans ce sens-là, c'est le sens de la formation du complexe. Donc on définit une constante qu'on appelle Kf égale, c'est un rapport des concentrations molaires. Sachez qu'on travaille sur des solutions très diluées et par conséquent, on utilisera les concentrations molaires pour exprimer les constantes d'équilibre. Donc ça, c'est la constante d'équilibre de formation de ce complexe. Donc, c'est la concentration du complexe divisée par la concentration du cation métallique, voilà, de l'atome central, on va dire, hein, métallique, le ligand puissance N. C'est comme les équilibres, hein, c'est comme les constantes d'équilibre acido-basique que vous écrivez et autres. Donc c'est toujours la même démarche. Donc sachez que ce sont des concentrations molaires et qu'on travaille sur des concentrations, c'est-à-dire des solutions très diluées. Voilà. Et cette constante d'équilibre, comme toutes les constantes, bien entendu, il ne dépend que de la température. Voilà. Hein, retenez ça. Hein, toutes les constantes d'équilibre dépendent de la température et c'est là on fait partie. Bon, sachez que cette écriture est appelée dans la plupart des livres, hein, dans un maximum de livres, bêta n. Vous voyez, bêta n. Donc ça, je vais l'écrire ici, égal à Kf. Hein, donc retenez ça, le n correspond au nombre de ligands qui réagissent avec l'atome central métallique. Ou bien, voilà, le centre métallique dans le complexe. Hein, donc ici, n, nombre de ligands. Voilà. Donc retenez que cette notation est très utilisée et dans les livres, d'ailleurs, on trouve les valeurs de cette constante, hein, données sous forme de bêta. Hein, bêta 3, bêta 2, bêta 4, tout dépend des complexes. Donc, voilà la première définition sur la constante d'équilibre de formation d'un complexe. Donc on l'appelle globale. Retenez bien ça parce qu'on va voir d'autres constantes après, hein, d'accord? On l'appelle constante globale, c'est parce qu'elle fait réagir l'atome central métallique, c'est-à-dire le centre métallique, soit l'atome, soit le cation métallique central, avec un certain nombre de ligands pour donner le complexe. Donc dès que vous avez
un atome ou un cation central plus un certain nombre de ligands qui donnent un complexe, eh bien, la constante associée, ça s'appelle constante globale de formation du complexe. Retenez ça. Vous voyez, il y a les concentrations du complexe de l'atome ou le cation central métallique et du ligand. Si vous avez cette écriture, c'est qu'il s'agit d'une constante globale de formation du complexe. On verra par la suite d'autres constantes. Vous verrez, c'est là qu'on verra la différence entre cette constante et les autres. Donc, si on s'intéresse maintenant à l'équilibre inverse, admettons, on s'intéresse à la dissociation du complexe. Vous voyez, là, je suis parti dans le sens 1. Admettons que je m'intéresse au sens 2. Donc, ça me donne un équilibre aussi, hein, qui donne M plus NL. C'est le contraire, bien entendu, de la première équation, vous voyez. Donc là, c'est formation du complexe, formation. Et là, c'est dissociation. On appelle ça dissociation du complexe. Dissociation, formation du complexe. Donc ici, on définit une constante de dissociation qu'on écrit K petit d, hein, globale de dissociation, hein, donc égale à l'inverse de ça, donc est égal à la concentration molaire de M fois la concentration molaire de L puissance N divisé par la concentration molaire du complexe. Donc ça, jusque-là, il n'y a aucune difficulté. Hein. J'ai écrit la constante d'équilibre d'une réaction chimique ou d'un équilibre chimique. Donc ça s'écrit comme ça. Sachez aussi une nouvelle fois qu'on travaille sur les concentrations molaires, hein, parce qu'on travaille sur des solutions diluées et que cette constante, comme toutes les autres constantes d'équilibre, ne dépend que de la température. Sachez que là, je n'ai pas écrit équilibre ici, ici, un peu partout. Hein, sachez que dans certains livres, vous trouvez ça. Mais c'est sous-entendu, c'est à l'équilibre qu'on écrit la constante. Hein, cette constante-là. Et on remarque que cette constante, c'est l'inverse de 1 sur KF. Vous voyez ? Et puisque KF, on l'appelait bêta n, c'est l'inverse de bêta n. Donc ça, cette relation, elle est intéressante, vous voyez, hein, que je vais écrire ici. KD égale à l'inverse de la constante globale de formation, hein, du complexe, que je peux le noter de deux manières différentes. Hein. Comme ça, vous prenez l'habitude, tout dépend des exercices. Voilà pour la constante globale de formation de complexe. Sachez qu'il fait intervenir les concentrations de l'atome au cation métallique central, la concentration du ligand et la concentration du complexe. Donc le N signifie le nombre de ligands. On verra des exemples tout à l'heure. Hein, si on a N égale à 2, ben, ça sera ML2, et là, ça sera au carré. Et puis si c'est 3, c'est la même chose. Hein. Donc voilà l'écriture dans le cas général d'une constante globale de formation d'un complexe. Et la constante aussi de dissociation, hein, correspondante, parce que il faut savoir écrire les deux, et vous verrez dans les exercices, parfois on vous demande de calculer KF, parfois on vous demande de calculer KD, parfois, tout dépend des questions dans les exercices, donc il faut comprendre chaque terme. C'est pour cela que cette leçon, c'est juste ces notions-là qu'il faut comprendre. Après, on verra leurs applications, hein, dans d'autres chapitres. Bien, donc maintenant, nous allons voir d'autres constantes, hein, qu'on trouve dans les complexes.
Hein, vous savez que un complexe MLN, donc c'est M lié à NL. Mais sachez au début, quand vous avez une solution qui contient des cations M, ou des atomes métalliques M, dans une solution aqueuse, et après on rajoute petit à petit L, le ligand. Hein, ça peut être l'ammoniac, ça peut être les ions cyanure, ça peut être, bon, un ligand L. Donc sachez que le complexe final, il ne se forme pas automatiquement. Il y a d'autres complexes intermédiaires qui se forment avant d'arriver à MLN. Hein, vous voyez donc, étant donné qu'au début, j'ai que M, j'ajoute un petit peu de L, ben, il y aura un complexe, un premier complexe, admettons ML, pourquoi pas, et ensuite, ça sera ML2, après ML3. Vous voyez, tout dépend de la concentration de L. Plus je rajoute L, plus le complexe, bien sûr, s'enrichit de ligands, si vous voulez. Vous voyez, jusqu'à atteindre sa formule de stabilité, si vous voulez. Vous voyez, sa formule de stabilité, c'est-à-dire, admettons, pour n égale à 4. Vous voyez, je vais arriver à ML4. Dans ce cas-là, bon, le complexe va rester là, et puis il va rester stable. Donc c'est ce qu'on va voir juste après, hein, parce qu'il y a des constantes associées à chaque complexe intermédiaire, vous voyez, avant d'arriver au complexe final. Bien, dans ce paragraphe, nous allons aborder les constantes de formation et de dissociation successives. Donc on va voir ce que c'est, parce que c'est très très important dans les équilibres de complexation. Admettons, là, j'ai un bécher avec, bien entendu, le cation métallique central du complexe, hein, qu'on cherche à former. Et puis, on ajoute ici progressivement le ligand L. Donc, on ajoute progressivement le ligand L. Bien. Bon, ça, vous pouvez le faire en expérimentation, bien entendu, en travaux pratiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va se former progressivement, hein, des complexes selon la concentration de L. Bon, au départ, il va se former ML. Hein, je vais rester dans le cas général et après, on va voir des cas particuliers. Ensuite, plus le ligand ou la concentration du ligand augmente, plus ce complexe qui était formé, il va capter un autre ligand L et il va donner ML2. Celui-là va capter un autre ligand pour donner ML3, ML4, jusqu'à donner le complexe attendu qui est stable, MLN. Vous voyez là, plus je rajoute du ligand L, hein, au début c'est ML qui va se former, ensuite le ML qui est dans la solution, hein, qui se forme, il va capter un autre ligand L pour donner ML2, etc., jusqu'à MLN. Donc, pour passer de M à ML, vous voyez là, de M à ML, c'est un équilibre. Donc, il y a une constante d'équilibre, hein, qu'on appelle soit la constante de formation, soit de dissociation. Tout dépend comment on écrit l'équilibre. Ensuite, le passage de là à là, c'est un autre équilibre. De là à là, c'est un autre équilibre. De là à là, c'est un autre équilibre, etc., vous voyez? Et pour chaque équilibre, hein, je vais prendre ici, par exemple, puisque c'est le premier, hein, donc je vais prendre K F1,
il y a KD1 aussi, vous voyez. Ici, c'est KF2, KD2. Ah, on va les écrire tout à l'heure. Là, je vous explique par rapport à l'expérience comment les constantes, comment les complexes se forment progressivement hein, lors de l'ajout du Lego L. Bon, pour 4, bon, le 3 c'est pareil, hein, je vais marquer F3KD3, hein, tout dépend comment on écrit l'équilibre chimique, hein, soit dans le sens de la formation, soit dans le sens de la dissociation, comme ce qu'on a vu dans le premier paragraphe. Pour ML4, ben, c'est pareil, hein, donc F4, 4D4, jusqu'à MLN, et dans ce cas-là, je vais avoir KFN, KDN. Voilà comment les choses vont se passer. Vous voyez, on va écrire les équilibres et on va noter toutes ces constantes. Une remarque très importante, c'est l'indice, bien entendu, de l'équilibre des constantes. Vous voyez, le 3 qui est là, le 3 qui est là, ça a toujours un rapport avec le nombre de ligands, vous voyez. Donc ça, déjà, c'est la première chose qu'il faut noter. Vous voyez. Je ne vais pas les mettre pour les autres. Hein. Vous avez remarqué que ici, c'est 1. Hein, ça, on ne le met pas, mais c'est 1, et donc c'est 1 ici. Bon, maintenant, si on doit écrire ces équilibres, eh bien, on le fait comme ce qu'on a fait dans le premier paragraphe. Ici, je vais me limiter à le faire sur les 4 premiers complexes, de ML1 jusqu'à ML4. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à N, hein, c'est exactement pareil. Hein. Ce que je vais faire, hein, c'est généralisable sur N quelconque. Bien, maintenant, je vais écrire les complexes. Donc, le premier complexe, c'est M plus L va donner ML. Ça, c'est le premier. Maintenant, ce complexe-là, ML, va réagir avec un autre ligand pour donner ML2. Ce ML2 va réagir avec un autre ligand, puisque la concentration augmente et par conséquent, il y a la possibilité. Et donc ML3 va réagir avec un ligand pour donner ML4. Bien, maintenant je vais commencer à écrire les constantes de formation et de dissociation successives pour chaque équilibre. Je vais commencer par KF1 égale, donc j'applique la loi que je vous ai donnée dans le premier paragraphe, à savoir la concentration du complexe L, ML, divisé par la concentration de M, fois la concentration de L. Bon, ça, c'est la première constante d'équilibre pour le complexe ML. Deuxième constante maintenant, KF2, donc ça concerne l'équilibre chimique numéro 2. Donc c'est la concentration du complexe ML2, ici, sur la concentration du complexe ML, multipliée par la concentration de L. Ainsi de suite. Donc là, vous êtes capable de me faire KF3 hein, pour l'équilibre chimique numéro 3. Donc c'est ML3, c'est-à-dire la concentration du complexe ML3, sur la concentration du complexe ML2 fois la concentration de L. Et enfin, KF4, ça va être
la concentration du complexe ML4, là, divisé par la concentration de ML3 fois la concentration de L. Voilà, je viens d'écrire les constantes de formation successive. Vous voyez, des complexes qui se forment lors de la réaction chimique. Donc ça, ce sont des constantes de formation. Je vais l'écrire ici, constantes de formation successive. Bien entendu, pour chaque équilibre chimique, si je prends l'équilibre inverse, c'est-à-dire la dissociation, je ne vais pas écrire les équations, mais si je prends Ml, donne M plus L. Après, Ml2 donne Ml plus L. Ml3 donne Ml2 plus L. Eh bien, je vais avoir les constantes de dissociation successives que je vais écrire ici. Donc ici, je vais avoir K D1 égale, bon, on va écrire l'inverse de ça, à savoir ML divisé par ML. Vous voyez, on écrit l'inverse. Et c'est bien d'écrire que ça, c'est 1 sur KF. F1, c'est l'inverse de la constante de formation. Donc K D2 aussi. Donc c'est exactement la même chose, vous avez compris maintenant. N'oubliez pas, c'est ML fois L divisé par ML2. Et ça, c'est égal à 1 sur KF2. Bon, maintenant, KD3, c'est l'inverse de ça, donc c'est ML2 fois L sur ML3. Et ça, c'est 1 sur KF3. Vous voyez, à force de les écrire, c'est bien, comme ça, vous allez comprendre un petit peu les choses, mais ça n'est pas difficile. Si on sait écrire une seule constante, on peut écrire les autres. Donc ici, c'est le dernier, c'est ML4, L sur M... non, pardon, ici, c'est 3. Voilà, c'est 3 sur ML4. Et ça, c'est 1 sur KF4. Donc ça, ce sont des constantes de dissociation ici. Donc, constantes de dissociation successive. Voilà un peu les définitions des constantes de formation et de dissociation successive. Maintenant, il faut faire très très attention. Donc regardez d'abord une chose importante. Sachez quand vous mettez KF4, c'est un rapport avec le complexe, vous voyez, ML4. Le 3 qui est là, c'est un rapport avec ML3. Le 2 qui est là, c'est ML2. Ça, c'est important à savoir. Et une fois que vous avez ML4 en haut, c'est qu'en bas, vous avez 4 moins 1, ML3. Vous voyez, 3 moins 1, 2. 2 moins 1, 1. Ici, c'est pareil. Vous voyez, 1, c'est 1 qui est là. Ça, c'est important à savoir.
Pareil pour les constantes de dissociation. Hein? Sauf c'est le 2, elle est vers le bas, vous voyez? Et le 3, pareil, ici. Donc les constantes de dissociation, leur différence avec les constantes globales qu'on a définies tout à l'heure, c'est que dans la constante, j'ai deux complexes. Vous voyez, j'ai la concentration de deux complexes. Vous voyez, Ml2, Ml, Ml3, Ml2. Et j'ai le ligand puissance 1. Ça, c'est important à savoir aussi. Le ligand, c'est toujours puissance 1. Je vais le mettre en rouge pour que vous sachiez que successive, c'est comme si vous mettez un ligand, puis un autre ligand, puis un autre, etc., etc. Bon, c'est toujours 1. Hein, il est au dénominateur pour les constantes de formation, mais au numérateur pour les constantes de dissociation. Donc, vous voyez que ça, c'est important à noter. Donc, je suis en train de vous montrer les constantes de formation et de dissociation successives. Quelle est leur différence par rapport à la constante qu'on a appelée constante globale et qu'on a notée bêta? Vous voyez là, les bêta comme ça, là. Bêta n. Vous voyez, bêta n, dans ce cas-là, là, dans notre problème, on va trouver un bêta 1, un bêta 2, un bêta 3 et un bêta 4. Vous voyez? Mais c'est quoi ces bêta par rapport à ces constantes-là que je viens d'écrire? Donc c'est ce qu'on va voir aussitôt. Bien, je viens de rappeler les constantes de formation hein, des complexes précédents. Retenez bien que, je rappelle, hein, parce que ici vous avez KF1, donc KF1, elle est en accord avec le complexe ML1, parce que là il y a un 1. KF2 en rapport avec ML2, ainsi de suite. Donc ça c'est intéressant à savoir. Et que lorsqu'on a MLN en haut, eh bien, on a MLN-1 en bas. Vous voyez, donc ML2, c'est ML2-1 en bas. Et on a le L, c'est-à-dire le ligand puissance 1, dans chaque constante de formation. Et la même chose pour les constantes de dissociation. Donc là, j'ai représenté que les constantes de formation. Maintenant, les bêta, c'est quoi? Et quelle est la relation entre les bêta et ces constantes de formation? Et ensuite, les constantes de dissociation. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est comment passer de bêta, vous voyez, de bêta à KFI, à bêta I, à KFI, et puis à KDI. Donc, sachez que c'est très très important. Souvent, on a besoin de connaître les KFI pour déterminer les KDI. Et souvent, bien sûr, les données sont... sachez que la connaissance de KFI est primordiale, hein, parce qu'elle nous donne les KDI, et tout ça, ça vient bien entendu de la connaissance des valeurs de bêta I. Donc, sachez que dans les tables, parfois, on donne, le plus souvent, hein, on donne bêta I, et à partir de bêta I, on peut bien sûr aboutir à KFI, KDI, et puis répondre à toutes les questions qu'on nous pose. On va travailler maintenant sur les bêta I. Voilà, c'est quoi bêta I? Sachant dans mon cas, je vais en avoir 4. Bêta 1, bêta 2, bêta 3 et bêta 4. Pourquoi? Parce que j'ai un complexe qui va jusqu'à ML4, 4 ligands. Donc, je vais aller jusqu'à bêta 4. Si je prends bêta 3, vous voyez bêta 3, le bêta 3, si vous voulez, c'est la constante globale
vous voyez, regardez, constante globale de formation, hein, je l'écris parce que c'est important, de formation de ML3. Vous voyez, ML3. Donc vous voyez que les indices de bêta correspondent bien sûr au complexe concerné. Hein? Ah, c'est comme les cas F1, 2, 3, 4, ça concerne bien entendu le complexe étudié, et par conséquent, c'est bien de mettre le point sur ça. Mais la constante globale, vous voyez le mot global, on a dit que dans l'équation, ou bien dans la constante d'équilibre, il ne peut y avoir que des concentrations, bien sûr, du centre métallique, M, et du ligand L, puissance quelque chose ici. Vous voyez? Vous voyez, il n'y a que M et L. Et ML3. Dans ce cas-là. Donc, en fait, c'est que M, dans notre cas, hein, plus 3L donne ML3. Voilà l'équation de l'équilibre chimique concernant la formation du complexe ML3. Et dans ce cas-là, bêta 3 va être écrite comme étant la concentration du complexe formé divisé par la concentration de M, toujours, mais par contre, le ligand, c'est toujours puissance bêta, vous voyez? Donc ici, la puissance, vous voyez, le 3, c'est la puissance du ligand, et c'est aussi l'indice dans le complexe. Donc vous voyez, ça, c'est bêta 3 concernant le complexe ML3. Vous voyez, ML3. Maintenant, concernant le complexe bêta 2, eh bien, je vais écrire pareil, sauf bêta 2, ML2 sur ML au carré. Vous voyez? Et bêta 4, c'est pareil. Donc, je vais les écrire. Je vais effacer ça. Là, je vous ai montré un peu comment les trouver. Maintenant, je vais les écrire. Donc, voilà, bêta I. D'abord, j'ai bêta 1. Bêta 2, bêta 3, bêta 4, dans l'exemple, bien entendu, que j'ai pris. Parce que j'ai pris un complexe qui va jusqu'à ML4. S'il allait jusqu'à ML6, ben j'aurai jusqu'à bêta 6 ici. Donc maintenant, quelle est l'écriture de ces bêtas, c'est-à-dire des constantes globales de formation du complexe? Ici, c'est ML. Je vais noter le complexe concerné ici. C'est ML. Pourquoi? Parce que 1, c'est 1. Ici, le complexe concerné, c'est ML2. Ici, le complexe concerné, c'est ML3. Et ici, le complexe concerné, c'est ML4. Donc jusque-là, il n'y a aucune difficulté, si ce n'est s'habituer aux indices de bêta comme les indices des KFI. Vous voyez, les KFI, il faut savoir un peu le 1 c'est quoi, le 2, le 3, le 4, parce que c'est important. Et pareil pour les KDI. Hein, c'est pareil. Donc ici, bêta 1 va s'écrire tout simplement ML sur M fois L. Bon, là, il n'y a aucun souci. Et on remarque que ça, c'est égal à... Regardez ça, c'est égal à KF1. Vous voyez, c'est KF1. Voilà, ça. Toujours pour le bêta 1 et le KF1, ils sont toujours des constantes égales. Toujours. Hein? Pour le bêta 2 maintenant,
bêta 2. Vous voyez, vous mettez le complexe concerné ML2 et vous savez qu'il est composé d'un centre métallique M et de 2 ligands. Donc là, je vais mettre M comme ça et je vais mettre L au carré. Vous voyez? Mais ça, c'est égal à quoi par rapport aux constantes? Vous voyez, regardez, ML2, je l'ai ici. Si je multiplie KF1 par KF2, je fais le produit, vous voyez? Qu'est-ce que je fais? Le ML se simplifie avec le ML qui est là. Là, se simplifie avec ça. Et j'aurai ML2 sur M. Le L qui reste avec le L qui reste, ça donne L au carré. Donc ça, c'est KF1 fois KF2. Si vous voulez vérifier, faites le produit entre ces deux fractions et vous allez voir qu'on va trouver ça. Et donc là, maintenant, vous avez compris un petit peu la suite. Voilà, c'est pour cela que je les ai laissés les KFI pour que vous voyez pour que vous voyez ces relations. Donc, vous voyez, bêta 3, d'abord écrire le complexe, il faut savoir l'écrire, c'est ML3. Ouais, c'est le complexe 3 puisque j'ai bêta 3. Et c'est toujours que M et L en bas. Vous voyez, pour les constantes globales. Au cube. Pourquoi au cube? Parce que j'ai 3 ligands. Et bien entendu, ça, regardez, ML3, c'est là. Là. Si vous multipliez ça, ça va se simplifier avec ça avec ça, et il me reste que ça en haut, et en bas, il me reste L, L, L. Donc, c'est L au cube, concentration au cube, et M. Donc, ici, ça va être KF1 fois KF2 fois KF3. Prenez une feuille, faites ce produit-là et vous verrez que, vous voyez, regardez, ça se simplifie avec ça, ça avec ça, et puis ça vous donne le résultat qui est là. Bêta 4 maintenant, bêta 4. Ben, bêta 4, d'abord, c'est le complexe ML4 sur M, L puissance 4. Donc, maintenant, si vous faites le produit de toutes ces constantes de dissociation, de formation, là, eh bien, on va simplifier ML par ML qui est là, ML2 par ML2 qui est là, ML3 par ML3 qui est là, et qu'est-ce qu'il reste? Il reste ML4, ici. Et il reste ce L, 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 L. Donc, L, concentration du ligand, puissance 4. Fois M qui reste ici. Donc, vous voyez que ça, c'est KF1 fois KF2 fois KF3 fois KF4. Donc, vous voyez bien ces relations déjà. Elles sont importantes. Donc, retenez, pour écrire les constantes de formation ou de dissociation successive, bien sûr, ça concerne à chaque fois deux complexes, vous voyez, deux complexes. Dans les constantes d'équilibre, il y a toujours deux complexes. Sauf le premier, KF1, c'est une exception. Mais les autres, c'est toujours deux complexes dans la constante. Et les complexes qui se suivent. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, KDI, c'est l'inverse des KFI. Bon, ça, il n'y a aucun souci sur ça. Par contre, différencier les constantes de formation et de dissociation successive, il faut les différencier avec les bêtas. Donc voilà, les bêtas, je viens de vous montrer comment on les écrit. C'est pour chaque complexe, mais on part du métal central et de la concentration du ligand.
Voilà, il n'y a pas de complexe intermédiaire dans ces constantes d'équilibre que je viens d'écrire. Et bien entendu, je viens de vous montrer la relation entre ces bêta et les cas FI. Là, on le voit très très clairement. Hein, sachez que c'est un travail un petit peu mathématique, un petit peu. Hein, d'accord. Donc, voilà. Donc, n'a rien à voir avec la chimie, c'est mathématique. La chimie, une fois que vous comprenez ce que c'est qu'un complexe, constante d'équilibre, comment on l'écrit, bon, c'est bon. Et après, par analogie sur les relations, comment ils se suivent, comment ils s'écrivent, eh ben, ça nous donne des relations mathématiques intéressantes. Et vous allez voir, donc retenez bien, hein, parce que là, de bêta i, voilà, que j'écris, je suis parti à KFI. Donc sachez, souvent dans des exercices, on vous demande de trouver les KFI. Calculer les KFI en vous donnant les bêta i. C'est comme ça qu'on les calcule. Et sachant que les KDI, c'est l'inverse des KFI, eh bien, on va les écrire aussi pour voir comment on les calcule. Hein, c'est ce que je vais faire. Donc, retenez un petit peu déjà ça, et je vais repartir de ces formules hein, que je vais réécrire pour trouver les dernières formules importantes. Bien, je viens de rappeler l'expression des bêta i en fonction des KFI. Les bêta i. Bon, si on vous donne les bêta i, hein, on vous les donne soit sous forme de logarithme, soit sous forme de valeur, soit tout dépend des exercices. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment calculer KFI. Donc déjà, KF1 est égal à bêta 1. Bon, ça, il n'y a aucun souci. Et comme ça, c'est égal à 1 sur KD1, donc je peux calculer KD1 par rapport à bêta 1 par rapport à KF1. Vous voyez, donc connaissant bêta 1, je peux calculer KF1 et KD1. Je vais me focaliser sur les KD1. Donc, si je prends logarithme, vous voyez, logarithme de bêta 1, ici, donc est égal au logarithme de 1 sur KD1. Et le logarithme de 1 sur KD1, c'est quoi? C'est moins logarithme de KD1. Et ça, ce n'est rien d'autre que le PKD1. Donc ça, c'est très très intéressant. Vous voyez, le PK, c'est toujours moins log de quelque chose. Donc moins log de KD1, il porte le nom de PKD1. C'est comme le pH. Vous voyez, moins log de H3 ou plus, c'est pH. Donc la première relation, c'est celle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que PKD1, c'est toujours le logarithme de bêta 1. Vous voyez, ça, c'est la première relation à savoir, parce qu'il va nous servir dans les prochains chapitres hein, pour le diagramme de prédominance, par exemple, hein, des complexes. Le PKDI est très très important, mais comment les calculer? Voilà la première formule. Donc sachez que pour le 1, c'est facile, hein, vous avez toujours bêta 1, c'est KF1 ou 1 sur 4D1. Hein, si je veux calculer KF1, bon, KF1 égale à bêta 1. Ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez là. Et puis cette relation-là que je viens de tourner en rouge maintenant, c'est elle qui me donne ça. Vous voyez? Voilà pour KF1. Maintenant, on va passer à KF2. Bon, celle-là, on l'a déjà utilisée. Donc, voilà, ça nous a donné... Ah, donc, je rappelle que bêta 1 m'a donné que bêta 1, c'est
F1 et que PK D1 égale à log de bêta 1. Bon, ça, c'est important. Maintenant, pour le bêta 2, qu'est-ce qu'il va me donner le bêta 2 ici? Donc, bêta 2 égale KF1 fois KF2. Donc, vous voyez que le KF1, je connais déjà. Vous voyez, regardez, le KF1, voilà, c'est ici. Donc, il vaut bêta 1. Donc, je vais le remplacer par bêta 1. Et puis après, ça va me donner KF2. Donc, bêta 2 égale à bêta 1 fois KF F2. Donc, maintenant, KF2, je peux connaître sa valeur. Vous voyez, c'est bêta 2 sur bêta 1. Retenez le 2 qui est là, il est là. Vous voyez, bêta 2, et en bas, c'est 2 moins 1, c'est bêta 1. Donc, vous voyez que ça me permet de calculer K F2. Or, on sait que KF2, vous voyez, regardez, or KF2 est égal à 1 sur K D2. Ça, cette relation, on l'a déjà vue. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On remplace ça par 1 sur K D2. Donc, 1 sur K D2 égale bêta 2 sur bêta 1. Je connais leur valeur. Et si je passe au logarithme, vous voyez, le logarithme de 1 sur K2, KD2, égale logarithme de tout ce qui est à droite, bêta 2 sur bêta 1. Donc, vous voyez pourquoi je passe au logarithme, c'est pour vous donner aussi l'expression des PKDI. Parce que sinon, rien que cette formule-là, rien que cette formule qui est là, me donne KD2. Vous voyez, KD2, c'est bêta 1 sur bêta 2. Ça y a aucun souci sur ça, vous voyez. Mais quand je passe au logarithme, c'est pour trouver le PKD2. Qu'est-ce qu'il vaut le PKD2? Parce que parfois, on a besoin de calculer cette grandeur-là, vous voyez? Donc ici, je vais trouver moins log de KD2. Moins log de KD2, ici. En fait, c'est PKD2. Vous voyez, moins log de KD2, c'est PKD2. Mais ça, c'est égal à quoi, là, ici? C'est le log de bêta 2 moins log de bêta 1, d'après les formules des logarithmes. Donc, vous voyez que PKD2, voilà, je vais l'encadrer, il est donné par cette relation-là. Après, vous allez voir, on va généraliser. Pour l'instant, suivez un petit peu la démarche. Hein, on a écrit les constantes de formation et les FI. On sait que FI, c'est 1 sur KDI. Bon, ça, on l'a déjà vu. Je vais vous expliquer ce que c'est que les bêtas. Et là, on est en train d'exploiter la relation entre les bêtas et les KFI. Vous voyez que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, voilà, pour bêta 2, c'est fini. Hein, il me permet de calculer KF2. Donc, vous voyez que c'est bêta 2 sur bêta 1. Et le cas des 2, c'est bêta 1 sur bêta 2, c'est j'inverse ça. Et le PK des 2, aussi, je peux trouver sa valeur. Vous voyez? Bon, maintenant, on passe à bêta 3. Et vous allez voir que on va remarquer une chose très intéressante, hein, mathématiquement parlant. Et on va la généraliser et l'écrire en grand. Et c'est cette formule qu'on va trouver qui va nous permettre de calculer les PKDI
de tous les complexes. Et sachez que les KFI, KDI, on les calcule comme ça. Bien, je passe maintenant à bêta 3. Donc, bêta 3, la relation entre bêta 3 et les constantes de formation successives, bon, je rappelle encore une nouvelle fois, bêta 3, ça veut dire qu'on arrive jusqu'au complexe ML3, c'est-à-dire avec 3 ligands. Et par conséquent, il y a 3 constantes de formation successives. Vous voyez, 1, 2, 3. Là, il n'y avait que 2, 1 et 2. Donc, sachez que l'indice de bêta, si vous avez par exemple bêta 7, en fait, c'est égal au produit de 7 constantes de formation successives. KF1, KF2, jusqu'à KF7. Sachez que les indices dans cette leçon jouent un rôle très très important sur le repérage du complexe, sur le nombre de constantes de formation. Une fois que vous avez les constantes de formation, bien entendu, vous avez les constantes de dissociation, etc., etc. Donc faites attention aux indices parce que ça donne beaucoup d'informations. Donc bêta 3, c'est ici. Sachant que KF1, KF2, c'est bêta 2. Vous voyez que si je marque bêta 3 égale KF1 fois KF2 fois KF3, par définition, hein. Donc, on voit que KF1, KF2, c'est bêta 2. Vous voyez, c'est bêta 2. Donc, vous voyez, maintenant, une fois que vous avez repéré ça, eh bien, KF3, c'est facile à calculer maintenant. Donc, KF3, hein, KF3 égale à bêta 3 sur bêta 2. Donc, vous avez remarqué qu'à chaque fois, tout à l'heure, j'avais KF2. Ici, c'est 2 sur 1, bêta 2 sur bêta 1. KF3, c'est bêta 3 sur bêta 2. Et ça, c'est égal à 1 sur KD3. Vous voyez? Et une fois qu'on a KFI, on a 1 sur KDI. Donc là, avec ça, je peux calculer les deux constantes, puisque je connais bêta 3 et je connais bêta 2. Maintenant, comment passer au PKD3? PKD3. Donc, vous voyez que je vais prendre que cette partie-là, c'est-à-dire 1 sur 4D3. Vous voyez, je prends le logarithme directement, égal au logarithme de B3 sur bêta 3 sur bêta 2. Et donc, vous voyez, le logarithme de 1 sur 4D3, c'est moins log de KD3, et donc c'est PKD3. Et ça, c'est égal à log de bêta 3 moins log de bêta 2. Donc, vous voyez, voilà la dernière relation de PKD3. Donc, vous voyez que là, on a exploité bêta 3. Donc, ici, je vais noter PKD3 égale log de bêta 3 moins log de... Et je passe à bêta 4. Bon, maintenant, bêta 4. Bêta 4. Donc, bêta 4, je vous ai dit l'indice c'est 4. Donc, je vais aller jusqu'à KF4. Donc, KF1 fois KF2, hein, c'est marqué en haut, fois KF3 fois KF4. Et vous voyez bien que KF1, KF2, KF3, tout ça, c'est bêta 3. Hein, c'est bêta 3. Donc, ça me donne quoi?
maintenant la relation. Elle va me donner que KF4 est égal à bêta 4 sur bêta 3. Donc, et ça, c'est égal à 1 sur 4D4. KD4. Vous voyez que la relation entre les KFI et les bêta me donne toutes les informations, vous voyez? Maintenant, si je fais les logarithmes comme tout à l'heure et je calcule PK D4, je vais trouver que PK D4 égale log de bêta 4 moins log de bêta 3. Donc voilà la dernière relation de PK D4. Hein? Donc vous voyez, regardez, j'ai PKD1, ça c'est le log de bêta 1, PKD2, log de bêta 2 moins log de bêta 1, PKD3, log de bêta 3 moins log de bêta 2, et puis PKD4, c'est log de bêta 4 moins log de bêta 3. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer à travers ces formules? Ben, on peut remarquer que PKD indice n égale à log de bêta n moins log de bêta n moins 1. Vous voyez, je peux généraliser ça. Comme ça, après, j'ai pas... Parce que toutes ces formules, bien entendu, il ne faut pas les démontrer comme ce que je viens de faire. Là, je viens de vous montrer comment, à partir des bêta, déterminer les constantes KFI et puis KDI et trouver les PKDI. Mais les PKDI, je vais vous donner la formule générale que vous pouvez utiliser à chaque fois sans tout démontrer, bien entendu, vous voyez. Là, je suis parti de bêta 1 jusqu'à bêta 4 pour vous montrer un petit peu comment se structurent les formules, vous voyez. De là à là, de là à là, à là, jusque là. Vous voyez, je vais les mettre en vert. Vous voyez, j'ai cette formule. Ensuite, j'ai les PK D2, j'ai les PK D3 et j'ai le PK D4. Voilà ces formules qui sont très très importantes aussi hein, dans la recherche de diagrammes de prédominance. Donc il faut savoir les calculer. Hein, on va maintenant faire un récapitulatif de tout ça. Bien, un petit résumé. Sachez que les constantes globales de formation, bêta n, ils s'écrivent mln sur ml puissance n. Donc vous voyez bien que les bêta, ils s'écrivent avec la concentration de m et la concentration de l. Et le complexe associé à ces concentrations. Vous voyez, avec n, le nombre de ligands. Donc, c'est ces deux. Vous voyez, je peux vous donner ici, hein, ML2, par exemple, sur ML au carré, etc., etc. Vous voyez? Donc, retenez un peu les concentrations. Maintenant, si on vous parle de KFI, FI, au même KFN, comme ça, bon, sachez que ça, c'est MLN. Vous voyez, on met N toujours en haut, mais en bas, ça n'est pas M, c'est M, L, N moins 1. L. Donc vous voyez que c'est une constante d'équilibre qui est associée deux complexes successifs. Vous voyez, il y avait d'abord la formation de MLN-1 et là, récupérer un ligand pour donner MLN. Donc je peux vous donner un exemple, par exemple KF2. Donc KF2 va être ML2
Vous voyez, en haut. En bas, ça va être ML. Et ici, ça va être L. Donc, vous voyez que vous avez toujours deux complexes successifs. Et bien sûr que la constante de formation, hein, c'est l'inverse de la constante de dissociation. Donc, je vais noter ici 1 sur K des 2, si j'ai envie de travailler sur la dissociation. Et ici, j'ai 1 sur K n, c'est égal à ça. Vous voyez, parce que l'une, c'est l'inverse de l'autre. Maintenant, relation entre bêta n et les KFI. Donc, bêta n, en fait, c'est KF1 fois KF2 fois jusqu'à KFN. Vous voyez, si vous avez 3 ici, on se termine à 3. Si vous avez 4, on termine à 4. Et bien sûr, je peux inverser 1 sur K D1 fois 1 sur K D2 jusqu'à 1 sur K Dn. Hein, je peux écrire ça comme ça si vous voulez aussi. Hein. 1 sur K D1 fois 1 sur K D2 fois 1 sur K Dn. Vous voyez là, ça c'est le premier point là, c'est important. Deuxième point, pour montrer la différence entre ça, cette constante et celle-là. Hein. Et enfin, la troisième, c'est ici. Bon, maintenant le PKI, qui est important. Hein, c'est le dernier point. Le PKDN, c'est toujours égal log de bêta n moins log de bêta n moins 1. Là. Là, il est très important pour calculer les PKDI. Avec n supérieur à 1. Hein, Cn égale à 1. Hein, on a PKD1 égale à log de bêta 1. Bon, ça c'est la première chose pour le PKD1. Et après, les autres, ils viennent avec cette relation qui est là. Voilà un petit peu les relations que nécessitent bien entendu les équilibres de complexation. Donc ce sont des relations, vous avez remarqué, un petit peu mathématiques, un peu. Parfois, ils sont un petit peu... elles paraissent un peu complexes, mais une fois que vous comprenez comment les trouver, comment les mémoriser, eh ben, vous trouverez que c'est très simple. Hein. Hein, retenez les indices ici, ils ont une importance, vous voyez. Hein? On commence toujours les formules par l'indice qui est là, vous voyez. Regardez celui-là. On commence, il est là. Et ensuite, l'indice qui suit, c'est celui-là, moins 1. Hein, regardez là. Et ça se termine, bien entendu, avec cet indice, vous voyez. Regardez là, ici, et là, ça se termine par n-1. Regardez là, vous voyez, on le retrouve là, et après on le retrouve en puissance quand il s'agit de constante globale. Donc c'est ça qu'il faut remarquer un petit peu, et après comprendre un petit peu comment trouver écrire ces constantes d'équilibre. Et vous verrez que ça n'est pas très très compliqué, hein, parce qu'il y a, voilà. Là, j'ai pris un exemple
pour un complexe avec 4 ligands. Hein, CC6 c'est pareil, CC3 c'est pareil, CC2 c'est pareil. Hein. On verra des exercices prochainement.